Le feu s'est déclaré vers l'aube, alors que les gardes somnolaient dans les couloirs et que les derniers occupants des appartements s'étaient endormis. La fumée s'est d'abord élevée sous la porte sculptée de la chambre de la reine, s'est glissée sous le seuil, a léché la pierre et a fait tousser le garde. Il frappa, n'obtint pas de réponse et se précipita vers ses collègues de garde. Le gardien du château accourut avec les clés, mais la clé ne rentra pas. Le verrou avait été abaissé de l'intérieur. Alors, dans le couloir, on donna l'alerte, on enfonça les gonds, on entra dans le petit vestibule et on recula presque aussitôt, car une chaleur intense se dégageait de la deuxième porte, plus étroite. La chambre royale était en feu. Ça sentait le tissu brûlé et la suie amère. Les serviteurs couraient avec des seaux, des cornes retentissaient dans la cour. Le roi, déshabillé, en chemise, se tenait dans l'escalier et essayait de comprendre où était sa femme. Personne n'avait vu la reine sortir. Personne n'avait vu non plus sa première servante, celle qui restait chaque nuit avec elle jusqu'à la dernière bougie. Lorsque les flammes se retirèrent, que la pierre refroidit et que toute la fumée fut évacuée, 2 corps furent retrouvés dans la pièce. Ils gisaient côte à côte, presque collés l'un à l'autre, car le matelas s'était affaissé et le bord en étain du lit avait fondu et coulé sur le sol. On trouva sur leurs doigts les restes carbonisés de leurs bagues. L'une des bagues était royale. La monture était ornée d'un blason, la pierre s'était fendue sous l'effet de la chaleur, mais la gravure était lisible. Sur l'autre fragment, on pouvait voir une fine bague de femme avec des lettres griffonnées qu'ils ne purent déchiffrer qu'à midi. Les lettres sculptées formaient un prénom féminin, et ce n'était pas celui de la reine. Le prénom appartenait à cette même servante. Le métal encore chaud avait laissé une empreinte sur la peau noire, et les soldats mirent longtemps à séparer la minuscule bague de la masse fondue. La clé du verrou intérieur fut ensuite retrouvée sur la table, à côté d'une tasse vide et d'un petit couteau à fruits. Le roi ordonna à tout le monde de quitter la pièce. Puis il entra et resta debout devant les corps, jusqu'à ce qu'on le fasse sortir de force. Personne ne l'entendit prononcer un seul mot. Il retourna silencieusement dans ses appartements, s'assit sur un banc et regarda ses mains. Puis commencèrent les questions habituelles dans ce genre d'affaires, les allées et venues, la recherche des coupables. Les chauffeurs dirent que la veille, tout avait été nettoyé et les clapets fermés. Le commandant dit que les gardes avaient été relevés à l'heure et que personne d'étranger n'était passé. Les serviteurs du couloir se montraient du doigt les uns les autres, essayant de se rappeler qui avait apporté l'huile, qui était allé chercher du bois, qui avait emporté le linge le matin. Le petit cuisinier pleurait et jurait qu'il n'avait pas pris de bougie dans le panier de réserve. Mais même si quelqu'un avait allumé une bougie supplémentaire, la flamme n'expliquait pas pourquoi le loquet avait été abaissé. Les corps furent transportés dans la salle voisine, où ils furent déposés sur des planches et recouverts d'un drap, laissant les paumes ouvertes, afin que le confesseur puisse les oindre d'huile. Les paumes étaient côte à côte, se touchant presque, et cela sautait aux yeux. Le regard attirait l'attention sur ce détail à tous ceux qui entraient. Quelqu'un a essayé de recouvrir complètement les mains avec un tissu, mais le roi l'en a empêché d'un geste. Il ne regardait pas les visages, il regardait les mains. Puis il a ordonné d'enlever tout ce qui pouvait encore être enlevé.
de le mettre dans une boîte, de la sceller et de la lui remettre. On mit dans la boîte un fragment de la bague royale, des morceaux de soie, une pièce d'échec trouvée près du mur et une minuscule barrette avec une perle brûlée au point qu'il n'en restait plus qu'un morceau de calcaire. Lorsque le couvercle fut fermé, le roi se détourna et sortit. Ce jour-là et les 3 jours suivants se passèrent dans le silence. Dans la cour, on déblayait les poutres effondrées. Dans les couloirs, flottait une odeur persistante de brûlé, et les murs de la chambre étaient recouverts d'une couche uniforme de poussière noire. Les maçons retirèrent les panneaux carbonisés et les empilèrent dans la cour. Le roi arpentait les salles sans parler à personne. Il n'a convoqué aucun conseiller. Il n'a ordonné de punir personne et n'a même pas ordonné d'engager des poursuites contre le commandant. Il a seulement exigé que la chambre ne soit pas entièrement nettoyée et que la porte intérieure reste telle qu'elle, avec son encadrement noirci par la chaleur et l'empreinte d'une main près du trou de la serrure. Quelqu'un avait vu cette empreinte et avait dit qu'elle appartenait à une femme. Mais personne n'osait en parler à voix haute. Les domestiques chuchotaient entre eux, se racontant les habitudes matinales de la reine. Elle se levait tôt, nourrissait ses chiens, écrivait des lettres et laissait de petits mots sur la table. La première servante arrivait la première, ouvrait les volets, remplaçait les bougies par de nouveaux bougeoirs, servait de l'eau. On les voyait souvent ensemble. La reine la gardait plus près d'elle que les autres, lui confiait ses papiers, ses clés et ses coffrets. La servante était issue d'une famille modeste. Elle avait été engagée au château à l'âge de 17 ans et avait rapidement appris tout ce qu'exigeait la vie à la cour. Elle savait lire et écrire, ce qui était rare parmi ses proches. Ses doigts étaient agiles, sa voix douce, ses pas légers. Elle ne discutait pas, mais elle s'autorisait parfois à s'attarder à la fenêtre. Et la reine s'approchait alors et lui faisait un signe de tête, comme si toutes deux comprenaient quelque chose, sans avoir besoin de mots. Au fil des ans, cette proximité devint évidente pour tous. La servante suivait la reine comme son ombre. Lors des chasses, elle restait légèrement en retrait. Lors des réceptions, elle se tenait à ses côtés. Et lorsque la reine était fatiguée, elle lui apportait de l'eau et lui retirait ses gants. On l'entendait rarement, mais on la voyait constamment. Les dames de la cour s'étaient habituées à elle et ne l'aimaient pas. Elles étaient jalouses et chuchotaient, mais elles souriaient en face. Elles ont essayé à 2 reprises de se plaindre au roi, que la reine faisait trop confiance à sa servante. Le roi les a écoutées, mais n'a pris aucune mesure. Il se moquait de savoir qui lui tendait la coupe de vin. Ce qui lui importait, c'était les traités, les frontières et les troupes. Il aimait compter les revenus et répartir les réserves de pain. Il aimait l'ordre. Il voulait que chaque chose soit à sa place, dans chaque pièce. Il en était ainsi jusqu'à cette nuit-là. Après les funérailles, la reine et la servante furent inhumées dans la même tombe, selon la volonté du roi. C'était étrange, mais personne ne s'y opposa. Les tailleurs de pierre travaillèrent en silence. Le confesseur lut les paroles d'usage. Le roi ne dit pas un mot. Depuis lors, chaque année, le même jour, il quittait le château pour se rendre dans une petite chapelle sur la colline, et y restait jusqu'au coucher du soleil. Personne ne savait à quoi il pensait. Les conseillers s'y étaient habitués. Il donnait des ordres brefs, s'occupait beaucoup de ses affaires, mais n'avait pas besoin des gens.
Son visage était devenu impassible, ses yeux fatigués. Parfois, il s'asseyait près de la fenêtre et tenait sur ses genoux la boîte qui contenait les restes de sa chambre. Il ne la montrait à personne. L'enquête sur l'incendie fut superficielle et vaine. Les versions changeaient. Tantôt, on parlait d'une étincelle accidentelle, tantôt d'un bougeoir défectueux, tantôt d'un acte malveillant. On chercha des portes secrètes, mais il n'y en avait pas. Les enquêteurs inspectèrent les caves, mais ne trouvèrent aucune trace. Le chroniqueur nota que le feu avait pris sous le baldaquin, avait consumé la soie et s'était rapidement propagé au panneau mural. Il précisa que les portes étaient verrouillées de l'intérieur. À la cour, on disait que la reine était probablement restée seule, s'était endormie, que la bougie était tombée, que la servante avait accouru en entendant les cris, mais qu'aucune des deux n'avait eu le temps de s'échapper. Mais cette version était affaiblie par un fait. Le verrou était baissé, et pour l'ouvrir, il fallait s'approcher de la porte et soulever la goupille en fer. Personne ne l'a fait. Les serviteurs avaient l'interdiction de discuter des événements. Mais l'interdiction n'a pas aidé. Les rumeurs continuaient de circuler. On disait qu'il y avait entre la reine et la servante une relation qui n'était pas conforme aux règles. Les serviteurs imaginaient des détails qu'ils n'avaient pas vus. Leur imagination s'emballait là où le roi gardait le silence. Les dames évitaient d'en parler à voix haute, mais serraient les lèvres lorsqu'elles se rencontraient. Certaines quittaient la cour, prétextant des raisons de santé. D'autres, au contraire, souhaitaient rester pour observer. Dans les yeux des gens, la peur se mêlait rapidement au goût du secret d'autrui. Mais le temps a fini par l'atténuer. Le feu a laissé des traces dans les couloirs, des traces sur les murs, mais la vie a continué. Les percepteurs d'impôts changeaient, des ponts étaient construits, les enfants grandissaient, personne n'entrait plus dans la petite pièce attenante à la chambre à coucher, que le roi avait ordonné de laisser telle quelle. Elle sentait la fumée refroidie depuis longtemps, et la clé était toujours posée sur la table, recouverte de cendres. 12 ans ont passé. Le roi a survécu à des maladies, à 2 mauvaises récoltes, à une révolte à la frontière. Il revenait silencieux de ses campagnes et passait de longues soirées penché sur ses parchemins. Son confesseur vieillissait à ses côtés, lui apportant parfois des livres, lui proposant parfois de prier. Le roi acquiesçait, mais priait rarement. Il ne prononçait pas de mots qui ne lui étaient pas nécessaires. Les gens s'étaient habitués à son silence, comme ils s'étaient habitués au pas des gardes et au grincement des portes. Le chroniqueur nota un jour, dans son livre, « Le roi est devenu comme une pierre que personne ne peut déplacer. » Mais au même endroit, il écrivit « Le roi gardait sur son bureau un petit coffret et posait parfois sa main dessus, comme sur la tête d'un enfant. Au cours du 12e automne, il tomba malade. La maladie survint sans raison apparente. Il dîna le soir, mais le lendemain matin, il ne put se lever. La fièvre persista longtemps. Ses jambes refusaient de le porter. Les médecins tournaient en rond, posaient des ventouses, appliquaient des herbes. Le roi ouvrait les yeux et voyait le plafond. Il appela son fils et lui dit de venir seul. Son fils vint et s'assit près du lit. Le roi lui tenait la main. Personne n'entendit ce qu'il lui disait. Puis il demanda qu'on lui apporte un coffret. Un serviteur le posa à côté de lui. Le roi toucha le couvercle du bout des doigts et laissa sa main sur le bois. Le soir, il mourut. Après la cérémonie, lorsque le corps fut couché, le plus jeune intendant trouva un autre objet à côté.
Dans la poche trouée du lit royal se trouvait une petite clé. Il s'approcha du coffret. La clé correspondait à la serrure. Les conseillers avaient convenu à l'avance de l'ouvrir après les funérailles, en présence de témoins. C'est ce qu'ils firent. Lorsqu'ils ouvrirent le coffret, ils y trouvèrent les fragments connus de tous. Mais sous ceux-ci, ils découvrirent un paquet, attaché, avec un ruban fin. Le paquet contenait une mèche de cheveux. Les cheveux étaient foncés, doux. Ils avaient été conservés parce qu'ils reposaient dans une couche de cire. Sous les cheveux se trouvait une feuille de parchemin, pliée en deux. Elle contenait une lettre. Elle était écrite d'une main féminine. La lettre n'était pas adressée au roi. Le nom écrit au début était celui de la reine. Les conseillers se regardèrent, mais ils lurent la lettre. Elle ne contenait ni longue périphrase, ni mots vides de sens. La femme écrivait qu'elle ne pouvait plus vivre dans le brouillard et la peur, qu'elle était fatiguée de cacher chacun de ses gestes et chacun de ses regards. Elle écrivait qu'elle servait la reine depuis longtemps et qu'elle connaissait chacun de ses pas, et que sa vie tournait désormais autour de ses pas. Elle décrivait comment elle avait touché la main de la reine pour la première fois, lorsque celle-ci s'était coupée avec une aiguille, et comment elle n'avait pas pu l'oublier. Elle écrivait qu'elle avait pensé à partir, mais qu'elle n'avait pas pu. Ensuite, il y avait des détails concrets, clairs et nets, comme dans un rapport. Qui était entré? Qui était sorti? Qui avait entendu quoi? Où se trouvait quoi? À la fin, elle avouait avoir fermé elle-même le verrou et éteint toutes les lumières superflues cette dernière nuit, car la reine avait demandé le silence. Elle décrivait dans quelle position ils s'étaient couchés, comment ils avaient posé leurs mains et comment ils avaient laissé la tasse sur la table. Elle expliquait pourquoi elle avait rapproché le tabouret du lit afin de pouvoir apporter de l'eau si la reine se réveillait et en demandait. Elle écrivait que la bougie se trouvait dans un bol en céramique et ne pouvait pas tomber toute seule. Elle avertissait que des personnes dont la vie les gênait se promenaient dans le château et demandaient à la reine de ne pas la laisser seule si quelque chose arrivait. La lettre se terminait par une simple requête. Si l'une d'elles restait, qu'elle ne laisse pas des étrangers prendre ce qui leur appartenait, à toutes les deux. La lettre n'était pas datée, mais l'encre indiquait l'année. Elle avait été écrite la veille de l'incendie. Le ruban, qui servait à attacher le paquet, sentait l'encens. La mèche de cheveux était de la même couleur que ceux de la servante. À côté de la lettre se trouvait un petit médaillon en argent. Il était vide. Seule une fine rayure à l'intérieur indiquait qu'il avait contenu quelque chose auparavant, que peut-être un petit morceau de tissu à motif ou un autre cheveu, mais personne ne le saurait jamais. Après cette lettre, tout dans le château semblait avoir changé de forme, mais sans changer de feuillage. Les mêmes murs, les mêmes couloirs, la même guérite, mais une prudence méticuleuse s'était installée dans les conversations. Les conseillers décidèrent de ne pas rendre la lettre publique. Ils la consignèrent dans un livre spécial, la placèrent dans les archives et la fermèrent à double tour. Le roi était mort. La couronne passait à son héritier légitime, et la cour ne voulait pas ajouter une ombre à ce changement. Mais le chroniqueur fit tout de même une note sur le coffret et la lettre, sans en citer le texte. Il écrivit que la lettre expliquait pourquoi le roi avait gardé le silence pendant 12 ans. Cela suffit pour que, à l'avenir, quiconque lirait la chronique s'interroge. Entre-temps, le jeune roi s'intéressait
à la vérité. Il fit venir le vieux commandant, appela les maçons, et les conduisit dans la pièce qui n'avait pas été touchée. Tout y était comme 10 ans auparavant. Le bord brûlé de la table, les taches sur la pierre, les bords carbonisés. Le jeune roi écoutait attentivement. Le commandant parlait peu. Il montra l'endroit où se trouvait la bougie, indiqua la niche en pierre, le crochet en fer où était accrochée la clé, décrivit comment les serviteurs entraient et où ils laissaient la cruche. Les maçons acquiesçaient en silence. L'un d'eux dit que sur le panneau retiré la première année, il y avait des traces de suie d'un autre type, comme si le feu avait brûlé par le bas, alors que la bougie était placée plus haut. Un autre remarqua qu'une bande de suie avait été trouvée en diagonale, près du lit, comme cela arrive lors d'un incendie d'huile. Le rapport d'incendie indiquait qu'il y avait un pot d'encens ouvert sur la table et que l'encens contenait de l'huile. L'huile pouvait s'enflammer à partir d'une étincelle, si une petite flamme incandescente se trouvait à proximité. Mais les poils, d'une mèche fine, pouvaient également s'enflammer si quelqu'un touchait la mèche. Personne ne le savait. Les serviteurs, qui avaient été interrogés à l'époque, étaient déjà âgés. Un homme discret de la cuisine, qui avait couru avec un seau cette nuit-là, avoua au jeune roi qu'il avait vu une femme dans le lointain couloir lorsque l'alerte avait été donnée. Elle portait un manteau d'homme, marchait rapidement et gardait sa capuche baissée. Il ne donna pas de nom. Il a dit qu'il ne se souvenait pas de son visage, mais la longueur de ses pas et le mouvement de ses mains lui rappelaient l'une des dames de la cour qui était entrée au couvent 1 an plus tard. Ce récit n'a rien changé, mais il a rempli le vide au cœur de l'affaire d'un lourd fardeau de soupçons. Le jeune roi relut la lettre. Elle n'accusait personne, mais elle respirait la détermination. La femme qui l'avait écrite comprenait le danger. Ce n'était pas difficile à comprendre. La cour ne tolère aucun écart par rapport à l'habitude. Une relation qui ne cadrait pas avec l'ordre établi était perçue comme une menace. La nécessité de se cacher étouffe les gens. Mais la lettre ne cherchait pas à se justifier. Elle exposait les faits et formulait une demande. C'était là l'essentiel. Elle contenait une clarté qui, en 12 ans, ne s'était pas estompée. Ce qui s'était passé, avant que le feu ne détruise la pièce, a été reconstitué à partir de fragments. La reine était une femme sévère, honnête dans ses comptes et attentive aux petits détails. Elle roulait toujours les rubans en 2 mouvements identiques, les rangeant dans la même boîte. La veille de l'incendie, la soirée s'était déroulée comme d'habitude. 2 ambassadeurs étaient assis dans le salon. La conversation portait sur le pont qui enjambait la rivière et la perception des droits de douane. La reine est revenue dans ses appartements plus tard que d'habitude, fatiguée, et a demandé le silence. La servante l'a aidée à retirer sa lourde robe, à ranger ses bijoux et à vérifier les bougies. À ce moment-là, quelqu'un passait dans le couloir. Cette personne a vu que la porte était fermée à clé de l'intérieur. La servante, comme d'habitude, a posé une tasse d'eau sur la table. La reine, comme d'habitude, a posé sa bague sur le bord de l'assiette pour la mettre le lendemain matin. Puis la servante a baissé le verrou. Cela s'était déjà produit plusieurs fois. C'était un ordre établi. Mais cette nuit-là, quelque chose l'a perturbé. Après la mort du roi, les registres officiels ont conservé leurs inscriptions. Les affaires ont continué. Mais dans la mémoire privée des gens, cette histoire restait comme un caillou dans la poche, dont on ne pouvait se débarrasser.
Pour ceux qui connaissaient la reine, elle était devenue le symbole de son silence. Il ne se taisait pas par fierté ni par mépris des ragots. Il se taisait parce qu'il avait pris sur lui le secret d'autrui et l'avait préservé. Il ne cherchait pas à punir les gens, car il ne savait pas qui punir. Il ne se défendait pas avec des mots, car les mots craquent et se brisent lorsqu'on les tire trop fort. Il vivait simplement, gardait la boîte dans un tiroir et se rendait, chaque année, à la chapelle. Après avoir lu la lettre, le fils ordonna que la boîte reste dans la salle familiale. Il n'ordonna pas de la garder secrète pour toujours et ne demanda pas de la montrer à tout le monde. Il choisit une solution intermédiaire. La boîte était posée sur une étagère. Il y avait une clé, mais celle-ci se trouvait dans un tiroir à côté. Celui qui lui succéderait sur le trône pourrait la prendre et l'ouvrir. Elle n'existait pour personne d'autre. 2 fois par an, le jeune roi l'ouvrait et lisait la lettre. Pas à voix haute. Une fois, il y déposa une mèche de cheveux de sa femme, décédée en couche. Il ne le fit pas pour comparer, mais pour que la mèche ne reste pas seule. Une autre année s'écoula. Le peuple ne parlait plus de l'ancien incendie. La vie avait changé. De nouvelles préoccupations avaient remplacé les anciennes. Mais parfois, en hiver, lorsque le château était calme, l'un des jeunes serviteurs interrogeait les plus âgés au sujet de cet incendie. Ceux-ci répondaient sans fioriture. Ils racontaient que 2 femmes étaient mortes dans la même pièce, se tenant la main. Ils disaient que l'une d'elles portait une bague royale au doigt. Ils disaient que le roi était resté longtemps silencieux après cela. Cela suffisait pour que même ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire comprennent que le silence peut aussi être un acte. Un jour, on trouva dans les archives un document rédigé de la main de cette même servante 1 an avant l'incendie. Il s'agissait d'un inventaire ordinaire du linge et des bijoux. À la fin de l'inventaire, une petite note indiquait « Ne pas mettre la bague sur l'assiette pour la nuit, mais dans un petit sac en tissu. » Cette note n'a pas été suivie la dernière nuit. Personne ne saura jamais pourquoi. Peut-être était-ce la fatigue. Peut-être que l'habitude a pris le dessus sur la nouvelle prudence. C'est dans ces détails que résident les tragédies, non pas dans les événements retentissants, mais dans les petits écarts par rapport à la routine que personne ne remarque. Le chroniqueur a terminé son récit la même année où le jeune roi a eu 30 ans. Il a décrit les guerres, les récoltes, les constructions, les naissances et les décès. Il a écrit sans fioriture à propos de la reine et de la servante. Les 2 ont été retrouvés dans le feu, les mains jointes, les bagues fondues, l'une royale, l'autre portant le nom de la servante. Le roi est resté silencieux pendant 12 ans. Dans un coffret près de lui se trouvait une mèche de cheveux et une lettre qui ne lui était pas adressée. Il en a fini là. Il lui semblait juste de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il a laissé place au silence. Le silence est resté, mais pas un silence vide. Il contenait à la fois la loyauté, la peur et ce qui, chez les gens, est souvent plus fort que les mots. La reine avait couvert la servante de son corps, parce que c'est ce que lui dictait son intuition, qui n'a pas besoin de raisonnement. La servante avait fermé la porte, parce que c'était ainsi qu'elle avait aménagé son petit espace, dans lequel la reine occupait une place centrale. Cet espace a été détruit par le feu, mais l'ordre qui y régnait est resté visible dans certains objets. La clé sur la table, la tasse,
le verrou abaissé, le métal fondu, les paumes posées l'une contre l'autre. Ceux qui ont ensuite allumé des bougies dans cette chapelle sur la colline n'ont pas demandé de miracle. Ils ont demandé qu'au moment voulu, la main ne tremble pas et ne cède pas à l'habitude, qu'on ne mette pas d'huile là où elle n'a pas sa place, que la porte fermée reste sûre et ne se transforme pas en piège. Ils demandaient le droit de garder un être cher, sans crainte. Personne ne savait si leur voix intérieure, silencieuse, avait été entendue. Mais lorsque la bougie était consumée et que la cire avait figé en une flaque transparente, on trouvait souvent à sa surface un petit cheveu noir, tombé d'un vêtement. Les gens le retiraient du bout du doigt et s'en allaient. Et la boîte resta sur son étagère pendant de nombreuses années. Son bois avait noirci. Le ruban sur la lettre s'était effiloché sur les bords, mais le cheveu n'avait pas changé. Il ne devait pas changer. Il avait déjà survécu au feu une fois. Chaque nouveau roi ouvrait la boîte et restait debout, la tête légèrement baissée. Il ne savait pas exactement quoi faire de cette connaissance. Il comprenait seulement que le silence choisi par le premier roi, après l'incendie, n'était ni une faiblesse ni une ruse. C'était la préservation de la vie de deux femmes pour qui les paroles des autres étaient plus dangereuses que n'importe quelle rumeur. Cette vie ne devait pas être détruite sur la place publique. Elle devait rester dans la boîte, comme une lame de couteau dans son fourreau. Et c'est ce qu'elle fit. Parfois, pendant les longues soirées d'hiver, le fils du premier roi s'approchait de la fenêtre et voyait son reflet dans la vitre. Il n'aimait pas penser à son père, mais il respectait son éducation. Il ne voulait pas répéter son destin, mais il acceptait son silence comme une partie de son pouvoir. Dans ce silence, il donna une seule et unique consigne. Les appartements de la reine ne devaient plus être utilisés pour dormir. On y aménagea une petite bibliothèque. Les gens s'y asseyaient et lisaient tranquillement, feuilletant des parchemins. La table avec la clé fut rangée dans le débarras, mais la clé resta longtemps posée sur un vieux tissu, dans un autre coffre. Elle n'a pas été jetée, car elle faisait partie d'une histoire qui ne pouvait être effacée. C'est ainsi que cette vie s'est terminée et que son souvenir a perduré, sans grand discours, ni grande leçon de morale. Les gens ont interprété cet incendie de différentes manières. Certains y ont vu un accident, d'autres y ont vu la main de quelqu'un. Mais presque tous ceux qui entraient dans cette chapelle savaient une chose. Cette nuit-là, la reine ne s'était pas protégée avec son titre, mais avait couvert de son corps sa servante. Deux destins, liés l'un à l'autre, furent retirés des cendres, et le métal fondu se solidifia sur leurs doigts, comme s'ils ne voulaient pas les lâcher. Le roi vit cela et s'interrompit, car ses paroles étaient trop dures pour ce qu'il venait de voir. Il garda le silence pendant 12 ans, et ce silence devint une leçon pour son royaume. Parfois, le pouvoir s'exprime dans ce qu'il ne fait pas. La lettre trouvée à côté de la mèche de cheveux ajouta une brève note à ce silence. La femme avait écrit à la reine, et le roi avait conservé ses mots. Il y avait là une justesse simple et claire. Elle n'avait sauvé personne et n'avait corrigé le destin de personne. Elle a simplement permis à deux personnes de rester ce qu'elles étaient, sans modèle étranger et grossier. Tout le reste, le feu, la pierre, le coffret, les lettres, les clés, les notes, n'étaient que des traces sur une route que plus personne n'emprunte.